Il semble qu'il l'ait été autrefois. Un couple en vue, marié et star de TikTok. Voici la vérité. Je ne pense pas que tu sois prêt. Mais selon les dossiers du tribunal, elle craignait pour sa vie. Et quelques semaines après qu'une épouse ait publié cette vidéo accusant son mari d'être un pédophile, un appel glaçant a été reçu par le service d'urgence 911. J'entendais une femme crier et pleurer en arrière-plan. Un bruit fort en arrière-plan. Maintenant, ils sont tous les deux morts. Ce que nous avons appris sur ce qui se serait passé et les allégations grotesques auxquelles ils faisaient face avant de déchaîner la violence chez elle. On the Case, présenté par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. C'est effrayant de voir la trace laissée sur les réseaux sociaux, qui pourrait être au centre de cette affaire en Oklahoma, et de voir la publication qui aurait pu déclencher la violence, ainsi que les ordonnances du tribunal qui, apparemment, n'ont pas pu l'arrêter. Si, comme moi, vous avez vu cette bague pour garçon sur TikTok, achetez-la via le lien ci-dessous. Je la trouve trop mignonne. Voici Sarah Gilson, influenceuse sur les réseaux sociaux à Tulsa. Elle comptait plus de 14 000 abonnés sur TikTok. Et ses réseaux sociaux étaient centrés sur le lifestyle. Elle était tendance et inspirait ceux cherchant des idées d'achat. Et elle était aussi maman de 2 enfants. Et malheureusement, ces enfants vont maintenant grandir sans leur maman. Sarah portait aussi le nom de famille Duffy. Elle était légalement mariée à Jeremiah Duffy, âgé de 48 ans, qui se faisait appeler Sean. Voici une photo de deux ensemble. Et sur les réseaux sociaux, il était connu sous le nom de Duff Daddy. Il avait de nombreux abonnés sur TikTok. Ses publications venaient d'un ancien compte. Son compte principal, cependant, Duff Daddy One, sur TikTok, compte plus de 347 000 abonnés. Il est maintenant privé. Et cela pourrait être lié à ce que Sarah semble avoir publié récemment à propos de Sean sur les réseaux sociaux. Alors, voyons ce qui s'est passé. Apparemment, au cours des dernières semaines, voici une publication que Sarah a mise sur son TikTok le 11 juillet. C'est la tendance actuelle. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux, des gens assis comme au début d'un documentaire Netflix. Mais dans sa publication, Sarah a écrit, je cite, « Je me prépare au jour où Netflix sortira un documentaire sur mon futur ex-mari, et dont je viens d'apprendre qu'il est pédophile. » Et cette publication a déjà plus de 17 millions de vues. Quand les gens ont vu la publication, ils ont commencé à se demander de quoi parlait-elle au juste. Mais quand on consulte les dossiers du tribunal, on peut voir que les choses n'ont pas toujours été très simples en ce qui concerne les Duffy. Voici le réseau des tribunaux de l'État d'Oklahoma, où vous vous rendez lors de la couverture d'une affaire pour obtenir des informations. Selon le comté, il peut être assez difficile d'obtenir des documents en Oklahoma, surtout quand on appelle depuis un autre État. Mais OSCN, cette base de données, vous donne quand même pas mal d'informations sur la page principale des affaires. Donc, quand on recherche Jeremiah Duffy, on peut voir que le 10 juin, Sarah a déposé une demande d'ordonnance de protection contre lui. Et le juge a décidé que Sean devait rester loin de la maison de Sarah et qu'il devait rester à au moins 100 yards d'elle en tout temps. Ce même jour, le 10 juin, une autre femme a déposé une demande d'ordonnance de protection contre Jeremiah Sean Duffy. Et dans cette ordonnance, un juge a ordonné que Sean devait rester à 100 yards de, je cite, l'enfant et du domicile de l'enfant en tout temps. Sarah a publié le 20 juin cette vidéo de l'océan avec les mots dessus qui disent, je cite, « Et il l'a vraiment fait ». Maintenant, la légende de cette publication était plus longue, et voici ce qu'elle disait. Je cite, « Merci pour cette armée de soutien. Vos pensées, vos prières et vos cartes cadeaux ont compté plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors que je suis en deuil et que j'essaie de digérer la pire chose imaginable, je me concentre uniquement sur mes enfants et leur bien-être. Leur sécurité et leur santé mentale sont ma seule préoccupation en ce moment. Nous n'allons pas... Et je ne suis pas sûr d'être jamais le même, mais Dieu a été tellement fidèle dans ce processus. Je ressens sa présence partout dans mes actions. Pensons à prier pour la victime et respecter sa vie privée. Donc, voici ce que nous savons sur ce qui aurait conduit aux ordonnances de protection en juin et aux publications que vous venez de voir. Donc, le journal Oklahoman rapporte que la femme autre que Sarah qui a déposé l'ordonnance de protection est la mère d'une fille de 15 ans qui jouait au basket pour Duffy, car il était aussi entraîneur de basket pour les jeunes. Et l'ordonnance allègue qu'un autre entraîneur l'a surpris, prétendument en train d'embrasser cette fille de 15 ans et de lui faire des attouchements. Et la fille aurait également dit à sa mère que Duffy lui avait envoyé des messages inappropriés,
l'avait invité à un hôtel et lui avait donné de l'argent pour, je cite, la faire taire. Je cite, un comportement similaire de cet entraîneur envers cette jeune joueuse aurait été signalé sur une longue période dans plusieurs juridictions policières, à travers plusieurs États, avant cet incident, ont déclaré les policiers à NBC News. Le journal de l'Oklahoma rapporte également que la plainte de Sarah affirme que 2 filles avaient menacé de se suicider, qu'il, je cite, s'est enfui et avait une arme à feu. La police aurait recherché Sean après le dépôt de l'ordonnance en juin. Je souligne aussi que ce n'était apparemment pas la première fois que Sarah demandait une ordonnance de protection contre Sean Duffy. Ceci date de 2021. Et c'est là que Sarah a demandé une ordonnance de protection. Et cette ordonnance a été rejetée parce que, selon les dossiers du tribunal consultable, Sarah ne s'est pas présentée au tribunal. Et il semble qu'après cela, Sean et Sarah, ils étaient encore ensemble dans une certaine mesure. Des photos d'eux circulent sur les réseaux sociaux. Après la nouvelle de la semaine dernière, une journaliste de télévision locale en Oklahoma a indiqué dans une publication qu'elle avait interviewé les 2 filles plus tôt cette année pour un reportage sans lien avec eux. Mais ils étaient ensemble. Même s'il y avait une ordonnance de protection contre Sean, il semble que cela n'ait pas vraiment protégé Sarah. Le jeudi 23 juillet, la police a répondu à un appel au domicile du couple à Collinsville, Oklahoma. Il était environ 23h15. Elle disait essayer de le rappeler, mais j'entendais une femme crier et pleurer derrière. Une sorte de grand bruit en arrière-plan. La police s'est précipitée chez Sarah. Et quelques minutes plus tard, les opérateurs ont dit ceci. Ce vieil homme que nous cherchions il y a quelques semaines, après qu'il ait été surpris en train d'embrasser un mineur. Lorsque la police est arrivée chez Sarah, ils l'ont trouvée morte. Sean était là. Tous deux avaient reçu une balle dans la tête. La police pense que Sean a tiré sur Sarah, puis s'est tiré dessus, selon NBC. Maintenant, les accusations auxquelles Sean faisait face étaient très graves. Vous vous demandez peut-être pourquoi il était encore en liberté et pas en détention, alors que des charges pesaient contre lui. Eh bien, selon NBC News, Sean était membre de la tribu Osage, et les abus sexuels présumés ont eu lieu sur les terres tribales. Cela signifie que les autorités locales n'avait pas compétence sur l'affaire. La police a transmis l'affaire pour accusation d'attentat à la pudeur sur mineur au procureur des États-Unis et l'a annoncé dans un communiqué de presse. La police a déclaré, je cite, « Cet incident a été considéré comme un crime majeur en vertu de la loi fédérale sur les crimes majeurs en territoire indien. » Le rapport sur l'attentat à la pudeur sur mineur a été transmis au bureau du procureur des États-Unis pour examen, mettant fin à la compétence du service de police d'Owasso sur cet incident signalé. Donc vous avez maintenant aussi des personnes qui connaissaient ce couple des 2 côtés. Et ils allèguent que Sean avait un passé sombre. L'ex-femme de Sean a déclaré à TMZ qu'il l'avait menacé à plusieurs reprises au cours de leur relation de 20 ans. Elle a dit qu'elle trouvait cette violence. Sean aurait tiré et tué Sarah, puis aurait retourné l'arme contre lui-même. Elle a dit que c'était choquant, selon TMZ, mais elle n'était pas surprise. Et elle pensait que ce n'était pas seulement la publication TikTok l'accusant d'être un pédophile qui était à l'origine de cette violence mortelle. Mais elle croit aussi qu'il y avait quelque chose chez Sean qui le rendait jaloux. Et l'idée qu'une partenaire puisse le quitter était quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Maintenant, l'ex-mari de Sarah, qui est aussi le père de ses 2 enfants, s'est exprimé dans le magazine People. Il a dit « Elle était prisonnière d'une relation où la violence paraissait normale. Je l'ai supplié pendant des années de le quitter. Je lui avais proposé de l'aider de toutes les manières possibles pour qu'elle puisse s'éloigner de lui. Mais il semblait avoir une sorte d'emprise sur elle, et elle n'arrivait pas à s'en éloigner. » C'est ce qu'a déclaré Lyle Landers au magazine People. Juste 2 jours avant sa mort, Sarah a publié ceci sur TikTok. C'est sa dernière publication. Et c'est elle à la proue d'un bateau, regardant l'eau, avec ces mots. « Quoi que ce foutu truc ait été, qu'il ne me retrouve plus jamais. » Il y a une page GoFundMe qui collecte de l'argent pour ses 2 enfants. Et il est écrit en partie « Sarah était une mère incroyable. Ses enfants étaient le centre de son univers. Et tout ce qu'elle faisait, c'était pour eux. Elle les aimait de tout son cœur, travaillait dur pour subvenir à leurs besoins et rêvait de leur offrir la meilleure vie possible. » Nous accueillons Jack Rice, avocat de la défense, ex-procureur et ex-officier de la CIA, pour discuter de cette affaire. Merci d'être avec nous. Vous savez, ces affaires, vous savez, où il y avait des ordonnances de protection dans le passé. Et clairement, il y a eu plusieurs ordonnances de protection, rien que le mois dernier. Et puis voir comment cela s'est déroulé, c'est tragique au-delà des mots. En tant qu'ancien procureur, même du côté de la défense, vous voyez des affaires de violence domestique. Qu'est-ce qui vous frappe
dans ce qui a été présenté jusqu'à présent concernant ce qui s'est passé avec Sean Duffy et Sarah Gilson. Oui, c'est brutal. Je veux dire, et c'est juste brutal parce que je ne veux pas dire que c'était prévisible, mais si on regarde les statistiques sur les agressions conjugales, les violences conjugales, en regardant les statistiques sur les moments les plus dangereux, c'est ce moment-là. Nous parlons du 10 juin, quand tout à coup, elle prend la décision d'aller demander une ordonnance de protection. Parce que le 9, la police a dit qu'il semblait effectivement devoir être inculpé pour attouchement. Elle prend cette décision le 10. C'est à ce moment-là que tu es un peu, oserais-je utiliser l'expression appuyer sur la gâchette, parce que c'est là que ça devient dangereux. Statistiquement, vous pouvez regarder ce que cela a provoqué à l'échelle nationale. Ce que nous avons constaté, c'est que vous pouvez observer et constater qu'avec le meurtre des femmes en particulier, Vous verrez qu'environ la moitié de celles qui sont assassinées le sont par leur partenaire intime. et si vous regardez ces chiffres, environ la moitié d'entre elles, cela se produit lorsqu'elles décident de partir. C'est à quel point c'est dangereux. Vous voyez les chiffres se compter par milliers. Et donc, vous réalisez que c'est le moment où ça compte le plus. Voilà la difficulté à laquelle la justice pénale est confrontée. Parce que, est-ce que ce sera un de ces cas ordinaires où les deux vont juste se séparer et reprendre leur chemin? Est-ce que ça va être le cas? Ou est-ce que ça va être ça? Le problème, c'est que des juges partout dans le pays, en Oklahoma ou ailleurs, y sont confrontés. Eh bien, et je repense à ça, donc, en 2021. Sarah dépose une demande d'ordonnance de protection, puis celle-ci est abandonnée parce qu'elle ne se présente pas à l'audience au tribunal. Et il semble qu'ils aient continué à avoir une relation d'une certaine manière. Et malheureusement, en couvrant beaucoup de ces affaires, ce n'est jamais. Certaines relations ne sont pas toujours mauvaises. Il y a du bon et du mauvais, parfois des moments très sombres. Parfois, quelqu'un ramène l'autre dans la relation. Et c'est juste difficile quand on repense à 2021 et qu'on voit clairement qu'il devait se passer quelque chose à ce moment-là. Mais ensuite, ils se réconcilient d'une certaine manière. Et là, on se demande ce que peut faire le système judiciaire quand on a quelqu'un comme Sean Duffy, d'après ce qu'on voit dans cette histoire, qui était une personne violente. Son ex-femme parle de lui comme d'une personne violente dans son interview accordée à TMZ. Et pourtant, on a cette personne qui, oui, ne dépose pas cette demande d'ordonnance de protection. Peut-être qu'ils se remettent ensemble. Comme, malgré tout, l'inquiétude pour l'avenir persiste. Avec le recul, c'est un sérieux avertissement. Que peut-on faire de plus? Personne n'a la réponse. Mais cette affaire interroge. Comment aurait-on pu mieux protéger cette femme? Oui, c'est la partie triste de l'histoire. Chris, l'une des choses que j'ai faites au fil des années, c'est que j'ai appris aux avocats comment représenter des clients qui vont demander des ordonnances de protection. Des ordonnances de protection ou traiter une question liée à une ordonnance d'interdiction de contact. Essentiellement, le système judiciaire intervient pour séparer deux personnes. Et l'une des choses que nous avons constatées encore et encore, c'est la quantité de traumatisme qu'une personne subit. Comment obtient cette ordonnance de protection au départ? Combien d'entre elles sont abandonnées avant d'en demander une autre, puis encore une autre? Cela arrive souvent. Mais le problème, évidemment, est le suivant. Voulez-vous qu'un système judiciaire, un système légal, intervienne et dise à une victime ou à un témoin plaignant, selon la façon dont vous voyez les choses, voulez-vous que le tribunal intervienne en disant « Vous êtes adulte, mais nous avons décidé que nous savons mieux que vous ce qu'il vous faut. Est-ce que nous voulons ça? » Et c'est là, voyez-vous, que réside le problème. C'est une situation frustrante. Jusqu'où voulez-vous qu'un système judiciaire aille en disant « Nous savons mieux que vous », c'est ce qui rend la chose si difficile. Oui, et c'est l'une de ces choses où, pour moi, en tant que simple observateur non juriste, tu aimerais qu'après un événement, en 2021, il y ait un processus de suivi, où on se demande, d'accord, elle ne va pas déposer une demande d'ordonnance de protection, mais est-ce que cette personne est dangereuse? Je sais aussi que cela soulève la question, viole-t-on les droits d'une personne innocente? S'il ne s'agissait que de malentendus, ce n'est clairement pas le cas ici. Quand on regarde les accusations, comme le fait qu'elle soit allée sur les réseaux sociaux et l'ait accusé d'être un pédophile, qu'elle voulait que le monde voie ça, sachant ce qu'elle savait. Et puis, il allait apparemment être inculpé pour un crime sexuel. Et on va parler du processus, juste pour cette partie-là. Comme, que penses-tu de la façon dont le volet réseaux sociaux s'est déroulé? Car ils étaient tous deux des personnes qui étaient, du moins localement en Oklahoma, ils semblaient des personnes notables sur TikTok. Ouais, tu te rends compte à quel point les réseaux sociaux compliquent tout ça? Tout d'un coup,
Ça pourrait tomber sur quelqu'un de violent, quelqu'un qui pourrait être paranoïaque, quelqu'un qui pourrait être égocentrique, imbu de lui-même, narcissique. La blessure personnelle qui découle du fait que quelque chose devienne public. Imaginez exclure tout cela et que cela arrive à n'importe qui et leur réaction. Maintenant, ajoutons toutes ces autres caractéristiques à quelqu'un et réalisons à quel point cela peut aussi les pousser à agir. C'est là peut-être l'étincelle qui déclenche tout cela. Bien sûr, c'est pas le cas. Le problème, Chris, tu sais, j'y réfléchis depuis des décennies maintenant. Comment tu gères cette question? C'est qu'on réfléchit à ce problème, souviens-toi que deux choses se passent simultanément. L'ordonnance de protection relève du civil. Ce n'est pas une question pénale. Donc, en d'autres termes, lorsque quelqu'un demande une ordonnance de protection, ils vont au tribunal et expliquent pourquoi cette personne doit rester éloignée d'eux. Mais cela ne va pas devant le tribunal pénal, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'arbitre indépendant avec un ou des policiers qui s'impliquent dans l'enquête elle-même. Je suppose que la question est la suivante. Lorsque vous demandez une ordonnance de protection, est-ce que cela ou est-ce que cela devrait déclencher un moment où la police devrait automatiquement intervenir pour enquêter sur cela, comme de possibles violences domestiques? Violences domestiques contre elles, violences domestiques contre les enfants, des violences domestiques sous une forme ou une autre. Est-ce que cela devrait automatiquement pousser la police à intervenir, qu'elle le demande ou non? Bien sûr, voici l'autre aspect de cela. Si cela était fait automatiquement, est-ce que cela empêcherait certaines personnes de demander l'ordonnance de protection au départ, sachant très bien que la police commencerait soudainement à se mêler de tout? C'est possible, ce qui pourrait empirer la situation. Tu vois le dilemme auquel on est confronté? Ouais. Non, c'est vrai, parce que dans un cas comme celui-ci, c'est facile, avec le recul, de voir tous ces éléments qui sont maintenant des signaux d'alerte. Et tu te dis, ce sont tous des moments où il aurait pu y avoir plus d'intervention, où cet homme aurait potentiellement pu être retiré de la circulation. Et puis tu penses aussi à la jeune femme qui est la victime dans l'affaire d'agression sexuelle, l'affaire d'attentat à la pudeur sur mineur, pour laquelle il allait finir par être inculpé. Avant d'aborder ce point, si quelqu'un viole une ordonnance de protection, quelle est généralement la sanction? Si ça ne s'était pas terminé comme ça, Sean Duffy se rend simplement chez elle, alors qu'il était censé rester à au moins 100 mètres ou 100 yards d'elle. Quelle serait la sanction? Chaque juridiction est un peu différente. Et donc ici, c'est l'Oklahoma, mais imaginons au niveau national comment on aborde cela. S'il devait violer cette ordonnance de protection, et cela peut parfois signifier rester à 100 yards de moi, ça peut être que tu ne peux pas m'appeler, tu ne peux pas m'envoyer de SMS, tu ne peux rien m'envoyer sur Facebook, tu ne peux rien faire sur Instagram. Je veux dire, chacune de ces actions peut être une violation. Lorsqu'il viole l'ordonnance, cela devient automatiquement une affaire pénale. Et c'est ce qui fait la différence, c'est que maintenant, ce que vous faites, c'est violer une ordonnance du tribunal. Vous ne vous en prenez pas à elle, vous vous en prenez essentiellement au tribunal. Cela devient donc une affaire pénale. Dans bon nombre de ces cas et dans de nombreuses juridictions, ce dont il s'agit, ce sont des infractions pénales relativement mineures. Vous verrez cela comme des délits mineurs. Elles peuvent aussi s'aggraver. Elles peuvent donc évoluer rapidement vers une grande gravité. La première est un délit mineur, la deuxième peut être un délit mineur ou un délit aggravé. Fréquemment, du moins dans ma juridiction, la troisième, sur une période de 10 ans, est automatiquement considérée comme un crime. Et selon le casier judiciaire de la personne, même les délits mineurs peuvent avoir de graves conséquences, comme des violations de probation. Elles pourraient elles-mêmes entraîner une peine de prison. Beaucoup de choses peuvent arriver. Mais ce que cela fait vraiment, c'est que cela fait intervenir la police dans la procédure. Un peu comme ce dont nous parlions plus tôt, où vous l'intégrez plus tôt. Ou bien attendez-vous. Après, l'ordonnance de protection est déposée et signée par le juge. Et ensuite, la police intervient si quelque chose devait arriver. L'idée est d'arrêter cela et qu'idéalement, l'ordonnance de protection en elle-même suffirait. Mais il y a ces cas, et je les ai vus aussi, où c'est exactement ce qui pourrait arriver, sinon juste la violation de cette ordonnance de protection. Et pour ça, c'était juste un. Vous savez, je ne sais pas à quel point cela a eu un impact sur l'affaire dans son ensemble. Mais quand il s'agit de l'enquête criminelle, il a été accusé, en tant qu'entraîneur de basket pour les jeunes, d'avoir embrassé et touché une fille de 15 ans qui aurait fait partie de son équipe de basket. Et puis, vous savez,
Cela a été signalé à la police d'Owasso, dans l'Oklahoma. Et puis il y a juste une sorte de... Je suppose que d'un côté, Sean Duffy était membre de la tribu Osage. D'un autre côté, l'école où il aurait été entraîneur se trouvait sur des terres amérindiennes. Je vais lire la citation du communiqué, qui indique que l'incident a été qualifié de crime majeur au titre de la loi fédérale sur les crimes majeurs en territoire indien. Le rapport sur des attouchements sexuels sur un mineur a été transmis au bureau du procureur des États-Unis pour examen, mettant fin à la compétence du service de police d'Owasso sur l'incident. Qu'est-ce que cela signifie réellement dans tout cela et où en était l'enquête criminelle au moment du décès de Sean Duffy? D'accord. Alors réfléchissons à qui a le droit de poursuivre en justice. Et c'est vraiment la question. Donc par exemple, si vous êtes dans l'État de New York, cela signifie que ce sera soit la juridiction locale, soit au niveau de l'État en général, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime fédéral. Et même dans ce cas, les autorités fédérales interviendraient. Donc, si quelqu'un faisait du délit d'initié, cela relèverait des autorités fédérales. Ce sont les autorités fédérales qui poursuivent réellement cette affaire depuis le district sud de Manhattan. Cela pourrait se passer de cette façon. Mais quand on parle de terres indiennes, ça change. C'est aussi une question de compétence. Donc d'une certaine manière, c'est similaire à ce dont je parlais avec le délit d'initié. Ce que nous avons ici, c'est quelqu'un qui est membre d'une tribu et cela s'est produit sur une terre indienne, ce qui signifie que la tribu a compétence. Et en fonction de la façon dont cela a été mis en place, en gros au niveau national, parfois il y a Organi, il existe une certaine coopération entre les tribus indiennes et l'État. Pour des affaires mineures, cela pourrait être une simple infraction. Cela pourrait être une conduite en état d'ivresse, une affaire de conduite en état d'ivresse. Il y a généralement un accord où c'est la juridiction locale, si ce n'est pas la tribu qui poursuit, non? Mais quand on parle d'un crime grave, comme une agression sexuelle, comme des attouchements, alors ce sont les autorités fédérales elles-mêmes. Le bureau du procureur des États-Unis intervient pour les poursuites. Mais cela ne signifie pas en soi que la police n'aurait pas été impliquée localement dans les poursuites engagées contre lui. Parce que certaines de ces enquêtes avaient déjà été menées au niveau local. Mais ce sont les procureurs du bureau du procureur américain, le bureau du procureur américain, qui sont en fait responsables des poursuites. Rappelez-vous, il n'avait même pas encore été inculpé. L'enquête n'était encore qu'en cours, relativement parlant, toute récente. C'est juste qu'ils sont arrivés et ont dit « c'est à nous ». C'est nous qui allons poursuivre l'affaire. Et c'est comme ça qu'ils procèdent. Ça arrive parfois dans les affaires d'agression sexuelle. Parfois, c'est aussi le cas dans les affaires de pédopornographie parce que ça traverse les frontières des États, ça devient fédéral. Et quand il s'agit de l'affaire pénale, il y a cette victime de 15 ans et elle ne doit pas être oubliée dans cette histoire. Parce que ce qui a été allégué contre Sean Duffy dans cette affaire est incroyablement traumatisant. Évidemment, il est mort, donc il ne peut plus être un accusé dans l'affaire. Mais que se passe-t-il avec ces allégations? Je veux dire, clairement, il n'est plus là. Mais que peut-on faire de plus pour quelqu'un qui a vécu quelque chose comme ça, d'après ce qui a été allégué dans cette affaire? Oui, c'est vraiment brutal parce que cette jeune fille est une victime. Elle l'est. Voici la réponse. Il n'y a pas d'affaire criminelle. L'affaire criminelle est terminée. Elle n'a jamais été poursuivie. Que pouvait-elle faire? Je pense qu'en réalité, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est poursuivre en justice, où sa famille pourrait poursuivre la succession de Duffy en son nom. C'est ce qu'il pouvait faire. Et de cette façon, elle pourrait obtenir au moins une forme de réparation, peut-être un traitement, peut-être quelque chose qui l'aiderait à avancer et à surmonter les difficultés auxquelles elle devra maintenant faire face. À cause de au moins les accusations sur ses actes. Oui, et nous verrons ce qui se passera ensuite, s'il se passe quelque chose. Je veux dire, il n'y a aucun doute, c'est vraiment une affaire horrible, horrible. Et c'est difficile d'avoir des conversations sur la violence domestique après coup, quand on voit qu'il y avait clairement des signaux d'alerte concernant son comportement. Mais cela finit par arriver à ce point. C'est tout simplement terrible. Jack Rice, avocat pénaliste, ancien procureur, ancien officier de la CIA. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law & Crime. Merci d'être avec nous. Merci. C'est tout pour On the Case, présenté par Law & Crime. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify et retrouvez-nous sur Peacock. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.